Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Besançon, cofondatrice de Mama Pack Kitchen, atelier de cuisine en ligne et en direct, animé par des femmes laotiennes, mené dans le cadre de l'association Samakidao, qui a pour objet de soutenir des personnes qui vivaient du tourisme et qui ont été fragilisées par la crise Covid. Une expérience exceptionnelle de tourisme 2.0 qui recrée le lien entre voyageurs et hôtes. Bonjour Mathilde, très heureuse que tu puisses participer à cette interview. Bonjour Anaïs, moi aussi je suis très heureuse, merci pour l'invitation. Pour démarrer cette interview, comment résumerais-tu en quelques phrases ton parcours personnel ? Alors moi je dirais, s'il y avait un mot pour résumer, ce serait la bougeotte. Parce qu'en fait, depuis que j'ai terminé mes études, j'ai beaucoup voyagé. J'ai toujours adoré aller vers d'autres horizons et du coup, j'ai un petit peu façonné mon parcours pro en fonction de cette aspiration au voyage. J'ai fait pas mal de temps en Amérique du Sud notamment. Et là, depuis 4 ans, je me suis installée au Laos. Donc voilà, je dirais que la bougeotte, ça représente bien cet état d'esprit qui m'a suivie ces dernières années. Et puis, il y a autre chose aussi qui me motive particulièrement et qui dicte un petit peu mes choix, c'est le fait de me rendre utile. J'ai toujours voulu que même dans mon parcours pro ou dans ma vie perso, je puisse me sentir utile. C'est très important. Et du coup, c'est ça voilà, on va dire que ces deux aspects-là ont pas mal façonné mes choix pro et perso. Ok, hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup les profils out of the box. Ça permet d'arrêter de culpabiliser lorsqu'on pense différemment de la norme établie, et c'est ok. Donc, ma première question pour ce podcast, et c'est la question phare de Teste ta voix. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Alors, c'est rigolo parce que mes parents m'ont toujours dit que je voulais être journaliste de stars. En fait, j'adorais les magazines voilà, où on voyait les stars de la télé et tout ça. Bon, moi, j'ai gardé comme souvenir journaliste. C'est un peu plus voilà, flatteur. Ouais, je crois que je voulais raconter des histoires, en fait. Ok. C'est plus pro de dire je voulais être journaliste que journaliste de star, en fait, non, j'imagine. Ouais, voilà. J'assume pas. Pas de souci. Et est-ce que tu as fait des études dans ce sens ou pas du tout ? Non, alors je me suis renseignée à un moment pour les écoles de journalisme et puis finalement, j'ai pas fait ça. J'ai fait, moi, je suis allée à l'université Paris-Dauphine et donc c'est plutôt comme une sorte d'école de commerce. Donc voilà, économie, business, donc non, pas tourné vers le journalisme. Et c'est un choix qui t'était propre ou c'était quelque chose qui était encouragé par ta famille d'aller plutôt dans cette filière-là ? C'est un choix vraiment qui m'était propre en fait. Je n'ai pas été poussée spécialement par ma famille pour faire un type d'études en particulier. Ni d'ailleurs, j'ai pas trop eu de pression en règle générale côté familial sur mes études. Ma mère me disait tout le temps, fais des études pour pouvoir ensuite faire quelque chose qui te plaît.
Mais à part ça, à part cette maxime qu'elle m'a répétée plein de fois, et je n'avais pas la pression. En revanche, pourquoi moi j'ai été attirée par cette filière-là, c'est qu'en fait, à l'époque donc du lycée, j'avais cette curiosité de comprendre un petit peu le monde qui nous entourait. Et du coup, mon intuition, c'était si je comprends l'économie, qui a quand même une place assez importante dans nos sociétés, mais je comprendrai mieux le monde dans lequel je vis. Et du coup, c'est plutôt par là, en fait, par ce chemin-là que je suis rentrée dans cette école, grosso modo, une école de commerce. D'accord. Ok. Non, c'est intéressant de voir un peu le fil rouge. Finalement, c'est l'aspect économique de notre société qui t'a amené à cette filière professionnelle. Donc, c'est intéressant. Et avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu pourrais expliquer à toutes celles qui nous écoutent quels ont été tes questionnements sur ton avenir professionnel au moment de rentrer dans la vie active? Ah, alors, c'est rigolo parce que donc au terme de ces 5 années du coup d'études à Dauphine, alors déjà il y a eu un petit interlude, c'était des études quand même, mais j'ai fait une année d'Erasmus à Madrid, et ça a commencé, je pense déjà à me donner ce goût d'aller ailleurs, et d'aller ailleurs pas juste voilà pour 2 semaines ou 3 semaines de vacances, mais vraiment de passer, parce que l'année d'Erasmus c'était un an. Et du coup, voilà, ça a commencé, je pense, à ouvrir cette brèche du voyage. Et donc, au terme des 5 ans à Dauphine, je devais faire un stage de fin d'études. J'ai choisi de le faire en Amérique latine, à Buenos Aires. Et en fait, de là, j'étais avec une copine, et de là, on s'est dit non, mais c'est pas possible. On devait rentrer en fin d'année, il allait faire froid en France et tout. Et on devait en plus chercher notre premier boulot. Et ça nous a pas trop donné envie. Donc, en fait, on a commencé à voyager. On a fait le tour de l'Amérique du Sud en sac à dos. Et en fait, quand on est rentré en France on n'avait plus trop le budget, finalement, les premières questions qu'on s'est posées, c'est il faut qu'on trouve un job. Ce ne sera pas forcément le job de toute une vie, mais il faut qu'on trouve un job pour quelques mois pour pouvoir repartir sur les routes rapidement. Donc, en fait, voilà, c'était une entrée dans la vie active qui était plutôt motivée pour des raisons financières, pour aller plus loin dans les voyages. Et du coup, est-ce qu'il y avait quand même des choses très spécifiques qui t'intéressaient dans ta vie, dans les débuts de ta vie professionnelle? Eh bien, alors, en fait, mine de rien, je disais qu'effectivement, ma motivation, c'était aussi de pouvoir financer ces voyages. Mais en vérité, j'étais quand même aussi un petit peu exigeante, même si c'était un emploi à trouver pour un temps défini. Je voulais quand même que ça me plaise. Et j'avais été notamment, j'avais travaillé en job étudiant à Decathlon, et donc au service de l'accueil, et du coup avec beaucoup de contacts avec les gens. Et j'ai choisi de prendre un boulot qui avait un petit peu cet aspect-là chez Mythique, donc le site de rencontre français qui est assez connu. Ok. J'ai travaillé donc au service clientèle de Mythique. Et j'ai choisi ça parce que d'une part, il y avait ce contact effectivement avec les utilisateurs, puisqu'on recevait des appels téléphoniques, on devait leur répondre. En plus, aussi et surtout parce que l'ambiance était vraiment sympa. Et ça, c'était vraiment un critère qui est important pour moi dans le travail, c'est d'avoir une ambiance qui est ben voilà, par exemple, c'est un peu je vais caricaturer un petit peu, voilà, on pourrait imaginer les boîtes américaines où tout le monde se tutoie, c'est une ambiance jeune, et ça j'aimais bien en fait, voilà, surtout en sortant des études, c'était un peu une prolongation de la vie étudiante presque dans le monde du travail. Et est-ce que tu as en mémoire ton premier stage ou alors une expérience de ton premier poste en entreprise? Bah justement, alors il y a plusieurs choses qui me reviennent. Déjà, ce qui a été fondamental, mine de rien, ça n'a pas duré du tout longtemps, mais juste avant de rentrer chez Mythique, j'ai fait une petite mission d'intérim dans une agence de communication sur les Champs-Élysées, et je devais être hôtesse d'accueil, voilà, et c'était un univers très feutré, c'était à la direction. Il fallait être tiré à 4 épingles, voilà, très attention, rien qui dépasse et tout. Et en fait, ça m'a presque traumatisée. Moi, je m'en souviens encore très vivement. Et c'est pour ça que je suis allée ensuite, que j'ai postulé chez Mythique, parce que c'était tout l'inverse. Comme je disais, c'était ambiance
voilà, jeune, décontracté, tout le monde se tutoie, venez comme vous êtes. Je me souviens, la personne qui était en charge du recrutement nous avait fait un peu la pub en disant vous pouvez venir en short. Enfin, voilà. Et je pense que ça a été déterminant. C'est de me dire, j'ai pas envie de m'embêter dans un boulot où il faut être voilà, en costume, tiré à quatre épingles. Et je crois que c'est ça qui a déterminé le fait que je me suis retrouvée finalement dans une entreprise du numérique qui est mythique et qui a été qui ont été mes premiers vrais boulots en fait. Donc, c'était congruent avec ce que tu recherchais, mais est-ce que ça a vraiment été concluant dans le sens où est-ce que tu as vraiment vécu ça de façon agréable, tes tout débuts d'activité professionnelle, ou est-ce qu'il y a eu des petits couacs? Alors, j'ai envie de répondre oui aux deux affirmations, c'est-à-dire que oui, enfin, j'ai un bon souvenir, j'ai un très bon souvenir de mon expérience chez Mythique, notamment. En fait, j'ai fait un premier poste, un premier séjour chez eux pendant 7 mois. Je suis repartie en Amérique latine et quand je suis revenue, j'ai repostulé pour qu'ils me reprennent. Donc, c'est qu'a priori, j'avais plutôt une bonne expérience. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui me plaisait. En revanche, des couacs, il y en a, d'aussi loin que je me souvienne de mon expérience professionnelle, je dirais qu'il y en a toujours. Et ça, pour moi, ça fait vraiment partie de l'existence, que ce soit d'ailleurs sur un plan personnel ou professionnel. Mais en l'occurrence, dans le monde de l'entreprise, il y a d'autres choses qui se jouent qu'à l'extérieur. Et des couacs, je dirais que oui, il y en a plein. Alors, moi, je pense que les principaux couacs que j'ai, c'est souvent par rapport au lien notamment avec les rapports hiérarchiques. Je crois que j'ai un petit peu du mal avec ça. Je comprends. Donc, du coup, pour éclairer un tout petit peu, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Dans le monde de l'entreprise, si je schématise, on a quand même souvent, à moins qu'on monte sa propre boîte ou qu'on soit voilà, tout seul, une entreprise unipersonnelle, on a souvent quelqu'un au-dessus de soi, hein, un manager. Ce qu'on appelle communément le N+1, donc celui qui est juste au-dessus. Et après, en fait, ça passe ou ça casse. Pour moi, il y a des managers avec lesquels ça passait très bien, et notamment, je vais nommer, enfin, faire allusion à mon premier manager chez Mythique, avec qui ça s'est très, très bien passé parce que lui acceptait totalement le fait que je puisse remettre en question certaines choses, demander pourquoi. J'ai beaucoup besoin de comprendre quand il y a des directives, quand on me dit de faire quelque chose ou quand l'entreprise va dans une certaine direction, j'ai besoin vraiment de comprendre pour pouvoir travailler, en fait, pour pouvoir faire le boulot qu'on me demande. Et il a très bien réussi à le gérer et ça l'embêtait pas. Au contraire, il me disait souvent, en gros, tu es dans mon équipe pour me casser les pieds, d'une certaine façon, en fait, pour empêcher de tourner en rond. Et ça, j'aime bien. Par contre, si on me dit, non, mais là, il faut que tu arrêtes de poser des questions, là, c'est là où où ça peut poser souci. Ouais. Bien sûr. Et donc là, il peut y avoir des couacs, ouais. Bien sûr. Après, ce que tu racontes, ça met juste en lumière le fait que ne deviens pas manager qui veut. Et c'est des compétences personnelles qui sont déterminantes pour pouvoir intégrer des nouveaux éléments dans une entreprise. Donc, c'est tout à fait pertinent d'accepter qu'on puisse remettre en question les choses et qu'on ait besoin de sens. Donc, c'est chouette. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai que mon expérience donc de pas mal d'années dans l'entreprise m'a montré qu'effectivement, je te rejoins complètement. Manager, c'est un métier en soi, c'est des compétences en soi. Effectivement, il faut pouvoir être en mesure d'accepter et de bien gérer et de prendre le maximum de valeur du fait qu'on a une équipe dont les profils vont être divers et variés. Il va y avoir des gens qui vont pas être casse-bonbons comme moi, mais qui vont être, qui vont apporter d'autres choses. Et il faut arriver effectivement à composer avec la diversité et voilà, de faire avancer au mieux. Et c'est vrai que moi, dans le monde de l'entreprise, ce qui parfois m'a un petit peu surprise, c'est que j'ai eu l'impression que, en fait, souvent, l'avancée, on va dire, le progrès, le progrès d'une carrière passe souvent par le fait de devenir manager. Oui. Et je trouve que c'est un petit peu limitant parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très bons, qui pourraient avoir des promotions d'experts en fait dans leur domaine, de spécialistes. Oui. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'étiquette manager et au contraire,
qui n'aimeraient pas forcément l'avoir, ou alors qui ne sont pas faits pour ça. Et du coup, voilà, moi, c'était mon petit… Je trouve ça un petit peu dommage dans le monde de l'entreprise, c'est souvent, on survalorise uniquement les managers, alors qu'en fait, tout le monde n'a pas vocation à être manager. Et du coup, ça fait des gens qui s'y retrouvent dans ces postes-là, alors que peut-être ils auraient été mieux ailleurs, en fait. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Et il y a aussi un phénomène, c'est que on propulse des gens managers, mais qui ne sont managers de personne. Donc, Oui. des fois, il y a des aberrations où tu as le titre de manager, mais tu n'as pas d'équipe. Donc, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. C'est l'entreprise qui fonctionne comme ça. Mais il faut le savoir. Oui, tout à fait. Et ça, effectivement, ça confirme ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que comme c'est un peu comme si c'était l'unique récompense, en fait, qu'on Oui, puisse donner à quelqu'un à titre honorifique. c'est ça. Et du coup, ça limite, effectivement. Et ça, voilà, ça fait des choses un petit peu incongrues, comme tu viens de l'évoquer. Exactement. Et pour toutes celles qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des tips à donner pour éviter les pièges quand on fait ses premiers pas en entreprise? Ah là là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et puis je dirais, il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, l'expérience d'autrui est une lanterne qu'on porte derrière notre dos. Et je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a beau parfois écouter les conseils des gens, on s'en rappelle surtout quand on est passé à travers une expérience un peu douloureuse. On se dit, ah tiens, elle a peut-être pas tort, Mathilde, quand elle a dit ça l'autre jour. En fait, je dirais, je pense que vraiment, ce qui est important, à mon sens, c'est d'arriver à s'écouter et de faire les choix qu'on a envie de faire. Déjà, de ne pas faire les choix que d'autres voudraient qu'on fasse. Mhm. C'est vraiment très important. Ça, pour moi, c'est valable même dans la vie perso, mais du coup, la vie pro, comme c'est un symbole un petit peu dans nos sociétés, la réussite professionnelle, il y a d'autant plus de pression là-dessus. Donc, vraiment d'arriver à s'écouter et de faire des choix en fonction de ce qu'on a vraiment envie, de ce qui vraiment, voilà, nos aspirations profondes. C'est pas toujours évident de les identifier, hein, mais voilà, de se poser vraiment la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est pas juste parce que un tel m'a dit que ce serait bien et pour X ou Y raison? Et puis, du coup, ça se traduit aussi dans voilà, dans la réalité du monde de l'entreprise. On a le choix aussi, c'est-à-dire que si je pense que c'est important de se rappeler quand on est en poste, notamment sur nos premiers postes, on n'est pas forcément très confiante voilà, il y a la hiérarchie, il y a déjà plein de choses qui sont en place, on arrive un petit peu sur le tas, c'est pas évident de se faire, toujours évident de faire sa place. Et vraiment de se souvenir qu'on a le choix et que si il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on a le choix d'essayer de le changer. Après, parfois, il y a des situations où malheureusement, on ne peut pas forcément le changer dans l'entreprise et il faut peut-être se poser la question d'aller chercher un autre boulot. En plus, voilà, ce qui est génial quand même, mine de rien, avec les métiers du numérique, c'est que globalement, il y a une tension sur le marché du travail qui fait que c'est plutôt à l'avantage des candidats. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un boulot qui ne me plaît pas, je peux quand même assez facilement normalement en trouver un autre. Mm. Donc voilà, de se souvenir qu'on a le choix et qu'on n'est pas obligé d'accepter voilà, tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est l'entreprise ou la hiérarchie ou un tel qui m'a demandé de le faire ou qui a dit ceci ou cela. Ouais. Je trouve ça parfois un petit peu triste. J'ai constaté, en tout cas, j'ai eu l'impression dans certaines expériences que j'ai eues, il y avait des gens qui ne se plaisaient pas forcément où ils étaient, mais qui hésitaient, enfin voilà, qui prenaient des années avant d'éventuellement se dire tiens, il faudrait peut-être que j'en change, Mm. ou qui acquiesçaient à certaines directives alors qu'ils n'étaient pas forcément d'accord. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on passe beaucoup de temps au travail, c'est comme une partie importante de notre vie. Oui. Et voilà, si on peut être au maximum épanoui, c'est quand même chouette, quoi. Et rappelle-moi sur ton parcours professionnel, donc tu as été chez Mythic, service client, mais après, je crois que tu as un petit peu bifurqué sur de la data, sur business analyst, non, je crois. C'est ça, tout à fait. En fait, je me suis un peu retrouvée là, pas par hasard, mais au gré du courant, on va dire. En fait, je ne connaissais pas du tout. Moi, honnêtement, en plus, j'avais fait une école de commerce, donc on n'avait pas forcément été familiarisé avec les métiers du numérique. Puis en plus, ils sont en perpétuelle évolution, qui fait que voilà, le temps que les métiers soient créés, enfin voilà, on est toujours un petit peu à la traîne, j'imagine, en plus dans les programmes
peut-être universitaires notamment. Donc voilà, je n'étais pas du tout au courant de la plupart des métiers qui pouvaient exister dans le numérique. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentrée chez Mythique plus pour l'ambiance, le boulot qui était sympa, mais voilà. Et en fait, après le service client, au bout de quelques mois, j'ai fait un petit transfert dans un service qui s'appelle en fait le service de police du site, où en fait on s'occupe de s'assurer que tout se passe bien pour les membres, voilà, qui chattent entre eux sur le site, etc., mais aussi qui gèrent la fraude, parce que parfois ça arrive qu'il y ait des faux profils, etc. Et donc, il faut s'assurer de ce qu'on appelle le scam, donc des arnaques, en fait, comme on pourrait recevoir sur nos emails perso, sauf que là, c'est à l'échelle du site Mythique. Et du coup, donc s'assurer que tout ça est limité au maximum pour que voilà, l'expérience sur le site soit la plus sécurisée possible pour les participants. Et en fait, je me suis beaucoup intéressée, ça m'a passionnée, en fait, tout ça, la fraude, principalement. Et j'ai commencé un petit peu à explorer, à me dire, mais il y a peut-être des choses qu'on peut, si on avait les chiffres derrière, tiens, c'est combien, ça représente combien de profils par mois qui s'inscrivent, des faux profils, combien de temps ils arrivent à rester sur le site avant qu'on les exclue. Enfin, il y avait plein de questions. Est-ce que c'est, on pouvait se dire, tiens, est-ce que c'est des connexions depuis des pays en particulier? Enfin, il y avait plein de questions autour de ça. Et en fait, ça a demandé, du coup, pour pouvoir répondre à ces questions, ça demande d'avoir des données derrière. Donc, de savoir, en gros, quand quelqu'un fait quelque chose sur le site, en général, quand c'est un site notamment où il y a des interactions, comme le site de Mythique, on peut imaginer, il y a quelqu'un qui s'inscrit et ensuite qu'il envoie des messages, qui consulte des profils. Tout ça, c'est stocké quelque part dans une base de données. Donc, c'est des données, après, dans lesquelles on peut puiser pour faire ce genre d'analyse, pour répondre à ce genre de questions. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'univers de la data. Et de fil en aiguille, donc j'ai demandé à avoir accès à ces données, etc. Et de fil en aiguille, j'ai appris qu'il y avait un service chez Mythique qui existait et donc qui était là, dédié spécialement justement à l'analyse de ces données. Et je me suis dit, à Banco, il faut que je sois intégrée dans ce service. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été chanceuse parce qu'ils m'ont pris, donc, alors que je n'avais pas spécialement de compétences en fait dans ce domaine. J'étais juste intéressée, curieuse, j'aimais bien explorer ces données, faire un petit peu de mathématiques, mais pas non plus à des niveaux de statisticien. Et j'ai été acceptée et je me suis formée après avec l'aide de mes collègues notamment sur les débuts sur le SQL, qui est un langage qu'on se devait d'apprendre à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant avec les nouveaux outils, mais qu'on se devait globalement d'apprendre pour pouvoir aller chercher les données, quoi. Oui, les fameuses requêtes SQL. Tout à fait. Non, je crois que ça n'est quasiment plus enseigné parce que tous les outils no-code maintenant le font à notre place. Et c'est pas plus mal parce que c'était bien chiant en fait. Mais donc du coup, toi, tu as évolué finalement grâce à l'expérience professionnelle et quand tu étais en études, loin de toi d'imaginer que tu finirais business analyst à travailler de la data, j'imagine. Très loin. Alors, pour plusieurs raisons, parce que je n'avais absolument pas connaissance de l'existence de ces métiers. Je m'étais jamais réellement posé la question, effectivement, mais voilà, j'en avais aucune connaissance. J'avais pas, à Dauphine, comme on a eu un enseignement assez généraliste. On a étudié un tout petit peu l'informatique, mais vraiment c'était une introduction pour voilà, se dire un peu comment ça pouvait, la logique en fait qu'il pouvait y avoir, mais vraiment survolé, mais ça m'avait intéressé déjà à l'époque. Et aussi une autre raison, c'est rigolo parce qu'en fait mes deux parents étaient informaticiens. Donc, de l'époque, imaginez qu'ils sont nés dans les années 60, donc ça date pas d'hier. Et ma maman n'aimait pas du tout son boulot. Elle l'avait fait un peu par défaut. Et du coup, elle me disait souvent, oui, alors, c'était le complément de la phrase que j'ai citée tout à l'heure, fais des études pour pouvoir faire ce qu'il te plaît et pour ne pas faire un boulot chiant comme le mien. Du coup, je ne me voyais pas spécialement finir dans l'informatique à terme. D'accord. C'est amusant. C'est amusant. C'est un peu un comble. Ouais, c'est ça. Mais après, on est fait de toute cette
de toute cette expérience vécue aussi de nos parents et qui nous forge. Parce que vraiment, le podcast Teste ta voix, moi j'adore, parce que c'est un moment de partage. Et j'aimerais vraiment que toutes celles qui écoutent le podcast puissent s'en inspirer largement, des parcours de vie qui sont riches comme le tien. Et ma dernière question pour cette interview, ce sera quel conseil donnerais-tu à toutes celles qui souhaitent trouver leur voie professionnelle dans les métiers du numérique? Principalement, peut-être de faire des essais, c'est-à-dire si c'est possible, ou alors de parler avec des gens, effectivement, qui peuvent vous raconter concrètement qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Parce qu'en fait, ça, moi, c'est vrai que j'ai pas du tout eu accès, justement, comme je disais, je savais pas du tout tous ces métiers qui existaient. Peut-être que si quelqu'un m'avait parlé, je suis business analyst, voilà ce que je fais au quotidien, peut-être que ça m'aurait mis la puce à l'oreille et que je me serais tournée plutôt vers cette voie-là. Parce qu'en fait, in fine, une fois que je me suis retrouvée dedans, c'était passionnant pour moi, ce boulot-là, d'explorer. En fait, il y avait un côté un petit peu aventurier de la donnée, parce que voilà, on avait plein de questions, ou les gens dans l'entreprise avaient plein de questions, et nous, grâce aux données, on arrivait à trouver des éléments de réponse. Bref, si quelqu'un m'avait parlé de ce métier-là ou d'un autre, très concrètement, en fait, d'avoir des exemples concrets, que ce soit peut-être en faisant des essais dans une entreprise, ou peut-être en parlant effectivement directement avec des gens pour avoir leur retour d'expérience et pour se dire, tiens, alors cette personne-là, elle aime son métier parce que ça lui apporte ça et ça. Est-ce que c'est ça ce à quoi j'aspire ou pas? Parce qu'en fait, on est tous tellement singuliers, Oui. on a tous des goûts tellement différents. En fait, il n'y a pas un métier, une réponse universelle. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de l'association Try Your Way, c'est vraiment se mettre en condition, faire des stages d'observation le plus possible, découvrir des gens, découvrir des métiers, découvrir des industries. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver sa voie. Mathilde, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'ai trouvé ça hyper inspirant et très concret. J'espère vraiment qu'on aura réussi à susciter des vocations chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans la tech et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. C'était aussi très agréable pour moi de participer et d'échanger sur ces sujets. Et oui, je confirme, surtout, ne vous fermez pas de porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a il y a une surreprésentation des garçons dans ces métiers-là, mais la porte est ouverte, quoi. Après, ça demande un petit peu de détermination, mais c'est top, quoi. On peut le faire. Ouais, c'est ça. Merci Mathilde.